Donc, répondre à cette question, aujourd'hui, ce n'est pas seulement répondre à une question historique, c'est en réalité répondre à une question contemporaine sur l'importance que nous accordons à la vie et aux autres. Nous avons voulu créer des futurs créatifs, mais l'idée a toujours été, après avoir affronté le passé colonial, que fait-on ensuite? Donc moi, personnellement, je ne vois pas la notion de restitution en termes de retour seulement du matériel. Donc oui, nous voulons que Néfertiti revienne, mais nous voulons aussi rendre aux Égyptiens la capacité à produire du savoir sur leur propre passé. Dans cet épisode, nous posons la question « Où en sommes-nous aujourd'hui ?» Je vais m'entretenir avec un large éventail d'experts qui ont consacré leur vie à l'étude et à la préservation du patrimoine matériel et des ancêtres, ainsi qu'à la revitalisation de la culture immatérielle. Ils se heurtent à toutes sortes d'infrastructures déterminées à garder nos objets dans des boîtes sous terre, dans des vitrines à des océans de distance, loin de leurs créateurs et de leurs descendants, loin des personnes dont les identités et les histoires y sont intimement liées. Ils travaillent dans des musées, dans le monde académique, dirigent des festivals culturels et font partie de nos communautés. Chacun représente des réseaux de communautés, de pratiques et de soins. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Ok, je m'appelle Napawe Shali Ndaafa, mon nom de famille est Ilunga. Je travaille en tant que directrice de l'Association des musées de Namibie. C'est un poste que j'occupe depuis 2022, mais je fais partie de l'institution depuis avril 2014. Oui, je m'appelle Lennon Michi. Je travaille sur un projet appelé Reconnecting Object, pluralité, épistémique et pratique transformative et au-delà des musées. Je suis, comme vous venez de le dire, Dr Martin Donlefac. Je suis historien camerounais des civilisations et des religions. Je m'appelle Monica Anna et je suis égyptienne. Je suis née en Égypte de parents égyptiens. J'ai grandi au Caire, mais mes parents viennent du centre de l'Égypte, de la ville natale du buste de Néfertiti à Berlin. Je voulais vous demander, quelle est l'étendue de ce que nous entendons lorsque nous parlons du patrimoine égyptien, à la fois matériel et immatériel? Laissez-moi juste vous parler d'une image qui me vient à l'esprit. Et quand je pense à cette image, qui se passe un vendredi matin, si vous traversez le Caire en voiture, vous verrez des femmes se rendre au cimetière moderne pour déposer des fleurs sur les tombes de leurs morts. Et si vous regardez ce cimetière, il a été construit, il est presque aussi vieux que le Caire. C'est donc un cimetière vieux de 10 siècles qui est encore utilisé de manière continue par les Égyptiens. Les Égyptiens y apportent des fleurs et enterrent leurs morts dans ce cimetière construit il y a 1000 ans. Les Égyptiens utilisent donc toujours cet espace sacré pour les morts, en leur parlant, en leur écrivant des lettres, en apportant des fleurs et des offrandes, et parfois même en distribuant de petits gâteaux et biscuits qu'ils appellent Rahma ou Nour, qui est exactement le même nom qu'en ancien égyptien. Dans cette image, on voit en réalité un palimpseste de l'histoire. Les Égyptiens célèbrent les morts comme le faisaient leurs ancêtres égyptiens. Ils utilisent cet espace sacré de la ville islamique des morts et ils sont au XXIe siècle. Vous voyez comment le patrimoine se superpose dans cette simple image de femme habillée en noir un vendredi matin, portant des fleurs aux morts. Ok. Et ce n'est qu'une image, parmi tant d'autres. Mais le problème vient de l'égyptologie, qui a commencé au XIXe siècle comme une science blanche créée en Europe et pour les Européens. Elle n'a jamais pris en compte cela. L'Europe voulait juste des trésors pour leurs musées et pour les conserver. Il n'y avait aucun intérêt pour l'anthropologie ou la sociologie des Égyptiens modernes. Il est difficile de se représenter les millions d'objets égyptiens qui ont été pillés et dispersés à travers le monde. Certains, dans les soi-disant musées universalistes du monde, sont réduits à des attractions touristiques et à des symboles de richesse. Le patrimoine égyptien continue d'être pillé, souvent par le travail d'enfants, et vendu aujourd'hui sur le marché noir. Et cela
avant même de commencer à aborder l'exotisme et la désinformation diffusée par Hollywood au fil des années, ou les erreurs très lourdes en conséquences que les égyptologues occidentaux ont publiées comme savoir académique. Je me suis donc demandé, quelle était la principale préoccupation du Dr Anna? Oui, je pense aux chefs-d'œuvre et conserver les chefs-d'œuvre. Oui, Comment il continue à soutenir ce récit des objets de pouvoir? Et si l'on examine les théories sur les objets et le symbolisme que ces objets portent, on peut voir comment ces objets contiennent en réalité ce pouvoir. Ce pouvoir de l'Europe sur l'autre, et nous sommes cet autre. Parce que d'une certaine manière, l'Europe veut s'identifier comme étant différente de l'autre. Mais ces objets posent alors un problème. Comment se fait-il que l'Orient ou l'Afrique, en réalité, produisent un art, un patrimoine, une histoire et une technologie aussi sophistiquée et merveilleux? Donc, pour se sentir à la hauteur de tels progrès que l'Égypte a réalisés, il faut les prendre, les dépouiller en quelque sorte. De cette manière, l'Occident se dit « Ok, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce n'est plus à vous, c'est à nous. C'est devenu ce que nous sommes. » Et on voit très bien cela dans le buste de Néfertiti où l'on entend des commentaires extrêmement absurdes de la part des directeurs du musée disant « Oh, mais Néfertiti est devenue berlinoise. » Vraiment? quand vous parlez de l'Égypte antique, on dirait qu'elle semble en tout cas très loin de vous aujourd'hui. Oui, c'est très colonial. Il voulait que ce soit très lointain. Il voulait que ce soit complètement étranger et totalement déconnecté pour pouvoir le posséder, parce que si cela appartenait à une société, il se serait retrouvé dans une situation très difficile. En réalité, c'est la société qui peut créer des liens avec les objets. Même en créant de nouvelles narrations patrimoniales, en s'engageant avec ce patrimoine, en portant un regard significatif sur son patrimoine immatériel et en s'appuyant sur les travaux anthropologiques réalisés auparavant. Mais nous, même si nous avons perdu notre relation aux objets à cause de la modernité et du colonialisme, nous pouvons créer de nouvelles relations avec le patrimoine parce qu'il fait partie de notre culture innée. Peut-être que nous ne le percevons pas immédiatement, mais en nous engageant avec ce patrimoine, nous recréons à nouveau ce lien entre le tangible et l'intangible. Donc la restitution dans ce cas signifierait un rééquilibrage? Je pense que la restitution de l'objet n'est pas le résultat final. L'objectif est aussi de restituer aux Égyptiens Oui, car notre passé est continuellement écrit, produit et reproduit par l'Occident. Très peu d'égyptologues égyptiens ont la possibilité de mener leurs propres recherches, de diriger leurs propres fouilles, d'avoir accès à leurs musées et bibliothèques et ainsi de suite. Donc oui, nous voulons que Néfertiti revienne, mais nous voulons aussi rendre aux Égyptiens leur capacité à produire du savoir sur leur passé. Dr Anna mène une campagne pour ramener Néfertiti chez elle. Vous pouvez soutenir et en apprendre davantage sur son travail grâce à son nouveau livre The Future of Egyptology, disponible en anglais et en arabe. Elle est également très active sur les réseaux sociaux. Son insistance sur la nécessité pour les égyptologues égyptiens de pouvoir produire du savoir sur leur passé prend un nouveau sens lorsqu'on écoute notre prochain expert, le Dr Lennon Mishi. Il vient du Zimbabwe, était basé au Royaume-Uni au moment de notre entretien et a depuis déménagé au Canada. Nous avons parlé de son travail dans le cadre du projet Reconnecting Objects, qui réunit plusieurs institutions et des chercheurs de renommée internationale. J'ai également été intriguée par votre projet Infrastructure de confinement,
Musée au-delà et perspectives pour l'avenir, que vous avez conçu dans le cadre de Reconnecting Objects. Votre travail semble inviter à des manières différentes de s'engager avec ces objets. J'entends par là les toucher réellement, les dessiner, se rapprocher le plus de ce qu'ils pourraient être, de vivre avec eux. Pouvez-vous nous parler un peu plus du projet et de ce que vous apprenez de cette démarche? Deux axes ont été particulièrement instructifs pour la manière dont j'ai abordé ce travail jusqu'à présent. Le premier est la tentative de retracer certains des moments historiques qui ont façonné les premières formes de muséification dans un contexte colonial de peuplement rhodésien dans ce cas, ce qui correspond aujourd'hui au Zimbabwe, mais qui était avant la Rhodésie, une colonie établie principalement à des fins d'extraction. Les premières formes d'exposition muséale tendaient vers l'extraction, l'exploitation minière et cherchaient à maximiser les opportunités pour les colons. Donc, le fait de nommer mon projet infrastructure de confinement en lien avec le musée est une tentative d'occuper un espace conceptuel qui établit un lien entre le développement du musée en tant qu'institution scientifique et culturelle qui subventionne des types spécifiques de spoliation de terres et, pour reprendre les mots de Harry Garuba, devient formateur dans la manière dont nous comprenons la subjectivité africaine. J'essaie ensuite de suggérer que le processus de muséification, alors que les Africains sont réduits en servitude, confinés dans des réserves et soumis à des régimes carcéraux particuliers, qu'ils soient emprisonnés et empêchés de circuler dans les mêmes rues, d'être dans les villes ou de vivre librement. Ainsi, le processus de ce genre de musée en tant que projet moderne et aussi le processus de disposition des Africains en plus de la culture matérielle. Penser au-delà de cela consiste pour moi à montrer comment le paysage contemporain reflète à bien des égards cette histoire spécifique, ces formes de régimes carcéraux, ces orientations punitives et la manière dont le musée conserve les subjectivités africaines. Le matériel, les ancêtres et le savoir constituent une forme de confinement. Répondre à cette question dans le présent ne consiste donc pas seulement à répondre à une question historique. Il s'agit en réalité de traiter une question contemporaine sur l'importance que nous accordons à la vie et aux autres, mais aussi sur le type d'institution que nous voulons construire et la manière dont nous voulons partager l'espace dans le monde, en dehors de l'histoire, de l'extraction et de la violence coloniale. Je pense que dans le cas de la culture matérielle, en particulier des biens africains, ce matériel a été fabriqué par des personnes. Et parce que ce matériel a été fabriqué par des personnes, qu'elles soient artisans, très habiles et savantes, et que certains objets avaient une valeur spirituelle, inviter des artistes et des penseurs créatifs nous permet de retrouver un esprit très différent, de reconnaître que les Africains créent, ils sont des créateurs. Nous ne vivons pas dans un monde où nous consommons simplement des choses fabriquées pour nous. Nous créons à la fois la culture matérielle et le savoir. En tant qu'artiste, Monica et Lennon m'ont appris que je peux apporter une curiosité en tant que créateur à mes interactions avec le patrimoine, qu'il s'agisse du patrimoine matériel, des archives coloniales ou de la recherche sur les origines humaines. Je n'ai pas besoin de le considérer comme quelque chose de statique. Je peux jouer avec, le transformer, l'échantillonner comme on le ferait avec un morceau de musique, lui permettre de m'apprendre une nouvelle manière de savoir, de voir. Qu'est-ce que vous retenez de cette conversation? Dites-le moi en commentaire. Après avoir identifié les manières problématiques dont le musée est apparu au Zimbabwe et ailleurs, le Dr Michi va plus loin en questionnant la nécessité et l'utilité de l'infrastructure muséale telle qu'elle est généralement conçue.
Il existe une vie artistique et culturelle très florissante sur le continent africain, à bien des égards. D'après les espaces que j'ai pu expérimenter, cette vie artistique et culturelle n'a pas besoin de l'infrastructure, de ce que nous appelons un musée pour exister. Elle existe malgré ce que nous pourrions appeler un musée. Et si nous imaginons notre futur principalement en relation avec les musées, nous risquons de limiter les possibles. Il est bon de penser au-delà. Lennon ne suggère pas nécessairement que nous devrions fermer tous les musées. Nous pourrions le faire. Mais plus important encore, nous devrions examiner et transformer leur fonctionnement dans la mesure où ils continuent d'agir comme des infrastructures de confinement. Le Dr Michi se demande comment l'agenda des musées est-il défini par rapport à leur communauté. Qui considèrent-ils comme leur public principal? Comment peut-on recentrer ces différentes communautés dans la manière dont les histoires sont racontées dans ces différentes institutions? Comment peut-on subvertir les formes traditionnelles d'autorité curatoriale où l'histoire est racontée depuis la position d'un conservateur très spécifique et personnel, pour qu'elle soit racontée depuis la position des communautés d'où provient ce matériel? Cela ressemble à faire de la décolonisation comme une pratique, plutôt que comme un événement ou une annonce. Et c'est aussi mon passage enthousiaste vers l'Association des musées de Namibie, une institution qui repense son concept de musée et la manière dont il pourrait au mieux correspondre au contexte et aux besoins de la Namibie. Qu'est-ce qu'un musée selon les termes namibiens? Notre idée et notre définition d'un musée et d'un musée membre sont très différentes ou très larges. Ainsi, nous incluons ce à quoi on s'attendrait normalement lorsqu'on parle d'un musée. Nous avons aussi des villages culturels, des musées vivants, des galeries d'art, des bibliothèques, des archives, des jardins botaniques. Et nous avons ce que nous appelons nos bibliothèques humaines et nos musées humains, c'est-à-dire des êtres humains, des individus, des gardiens du savoir qui s'inscrivent en tant que membres individuels, qu'ils soient enseignants d'histoire, historiens, artistes ou praticiens culturels. Donc oui, nous sommes une institution de processus. Je pense que je le formulerai ainsi. Rien n'apparaît jamais spontanément. Et nous sommes une institution qui croit que tous nos projets doivent être dirigés par la communauté, n'est-ce pas? Donc conceptualisés par la communauté. Et ce que signifie communauté varie selon les personnes. Nous ne parlons pas seulement d'un village, ce que nous pourrions aussi inclure, mais aussi de la communauté artistique, de la communauté académique. L'une des raisons pour lesquelles je voulais inclure l'expérience de Madame Dapewashili Ilonga Ndarfa est la restitution en 2022 par Man de 23 parures. Ce processus pluriannuel a commencé par un travail d'inventaire complexe visant à cartographier le matériel namibien présent à travers le monde dans diverses institutions. Les inventaires font partie des principales recommandations du rapport SAR-Savoie de 2018, commandé par la France sous Macron, mais c'est aussi là que les efforts de plusieurs de nos pays se sont arrêtés, généralement sans aucune voie vers la restitution. Avec leur large coalition de parties prenantes, Man a conçu le projet Confronting Colonial Past, Envisioning Creative Futures, qui a permis le retour de ces 23 biens culturels et bien plus encore. Par exemple, ils ont pu réaliser un vieux souhait, aussi partagé par leur public, celui de créer un musée de la mode namibienne. À chaque étape, leur processus de muséologie ont inclus des acteurs de secteurs généralement considérés comme extérieurs au patrimoine, afin d'ouvrir leur travail à un plus grand nombre de Namibiens. Alors, nous avons rassemblé des parties prenantes de la communauté de la mode, des universitaires, des designers, mais aussi des personnes sans lien avec la mode, des gardiens du savoir, des professionnels de la culture, tous ces praticiens artistes, et ensuite ils ont effectué la sélection. Nous nous sommes donc demandé comment créer un projet qui prenne en compte toutes les formes de restitution auxquelles nous pouvons penser à ce stade. Donc en utilisant les ressources
et les compétences dont nous disposions à l'époque, c'est ainsi que le projet Confronting Colonial Past a été conçu. Un seul de ses composants est le musée de la mode. Avant cela, il y avait la recherche académique, des bourses pour la recherche académique, il y avait des ateliers de création avec des designers de mode, inspirés simplement par des images des 23 objets sélectionnés. L'idée a toujours été, après avoir affronté le passé colonial, que fait-on ensuite? L'autre raison pour laquelle je tenais à m'entretenir avec Ndape Ouachili était pour mieux comprendre comment, au niveau institutionnel, il semble avoir comblé le fossé entre la culture matérielle, dont ils sont les gardiens, les personnes qui l'ont créée et les finalités pour lesquelles elle a été produite. Cette conscience semble vivante, présente et pleinement intégrée à tous les niveaux. Et on se demande à qui cela appartenait-il? Quand je regarde une poupée de fertilité et que je sais comment elle a été fabriquée, qui l'a faite, pour qui, à qui serait-elle offerte, ou vous savez, à votre père, à votre prétendant ou autre, pour qui cette poupée de fertilité a-t-elle été réalisée? Était-ce une poupée fabriquée pour être vendue? Ou quelqu'un l'a-t-il faite pour son enfant? Dans le cadre du mariage ou de l'initiation? Comme une prière pour que son enfant puisse avoir des enfants en bonne santé. Ce qui, honnêtement, est quelque chose que les parents souhaitent partout dans le monde pour leur enfant. J'ai commencé à adopter ce langage venant de la Namibie. Cette référence au patrimoine matériel, non pas comme des objets, mais comme des biens culturels. Oui, en effet, nous attribuons la terminologie bien culturel au professeur Steve Bugridge. C'est un boursier Fulbright qui travaillait à l'université de Namibie au moment du retour des 23 objets. Il soutient que le terme « objet » enlève en quelque sorte la réalité de la façon dont quelque chose a été façonné. Comment cela a été fait? Qui l'a fabriqué, pourquoi, et le fait que dans beaucoup de ces collections, la manière dont ils ont été collectés est violente. La restitution va au-delà de cela. Dans notre conception, il s'agit aussi de rendre ce qui ne peut pas être restitué physiquement. Les processus, les pensées, les idées, les religions, les sentiments, le sentiment de plénitude, le sentiment de guérison. La guérison est un axe très important pour nous. Quelle que soit la signification de la guérison pour vous et quelle que soit sa portée, peut-être que simplement voir quelque chose venant de votre communauté, vous engager avec, faire des recherches à son sujet ou créer quelque chose basé sur ce que vous savez être revenu peut apporter une guérison sur un plan individuel, même si parfois tout ce que cela apporte, c'est plus de colère. Notre dernier intervenant s'est littéralement engagé à ouvrir des voies de guérison pour son peuple, les Babendou du Cameroun. Leur masque Touka, le 5e jamais réalisé, a été emporté en France en 1957. Son absence a été une source de rupture qui va bien au-delà de l'expérience coloniale. Le docteur Martin Donlefac a pris à cœur de comprendre le masque Touka et de rassembler le peuple Bamendou afin de commencer à guérir ces ruptures. Mais laissons-le d'abord expliquer ce qu'est le masque Touka et comment il fonctionne dans la société Bamendou. Par rapport à sa valeur intrinsèque, le masque Touka est un masque totémique qui appartient aux confréries qui siègent dans les boîtes sacrées de la chefferie Bamendou. Le masque Touka est également un masque rituel et il est également le symbole de l'unité du peuple Bamendou. Et le Touka masque constitue avec le Ngimnu, parce que le Ngimnu est le nom du baptême du festival, mais il est également une danse initiatique. Le Ngimnu et le masque Touka sont les deux objets qui ont permis de fonder la chefferie Bamendou en créant une sorte de confrérie
des personnes secrètes qui ont propulsé la genèse de Bamendou. C'est pour cette raison que je dis que ce sont les deux éléments clés de la genèse. Nous ne parlons donc pas d'une simple sculpture. Et je n'ai même pas laissé le docteur Don Lefac pleinement l'expliquer. Il a littéralement écrit le livre sur le masque Touka. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont il est parvenu à cette connaissance, par l'enquête, l'investigation, la curiosité et une certaine dose de foi. Je me suis dit, les enseignements que j'ai reçus en histoire et l'expérience que j'ai également dans le même domaine me permettent de croire que chaque problème a une histoire. Et je ne peux pas croire que la mienne, mon histoire, c'est-à-dire l'histoire de ma communauté ou de mon peuple, soit inexistante. J'ai donc creusé et j'ai essayé de faire parler les objets que je trouve autour de ma communauté. Et un objet particulier m'a fait m'approcher à ce projet, le masque Touka. Et quand j'ai creusé autour des notables, autour des dignitaires, sur ce qu'est le masque, son contenu spirituel, son contenu civilisationnel, son contenu politique, économique et social, j'avoue que j'ai été émerveillé de l'ensemble des renseignements que le masque Touka me donne. En réalité, l'influence occidentale a façonné notre analphabétisme concernant notre propre culture. On a des livres qui ont été écrits par nos parents, mais que nous n'arrivons pas à déchiffrer ce que les parents ont écrit parce que certains peuples sont arrivés sous la couverture de la colonisation et nous ont enseigné leur écriture en nous faisant croire que nous n'avons pas d'écriture, alors qu'en réalité, c'est eux qui n'arrivaient pas à comprendre notre écriture. Qu'est-ce que vos ancêtres vous ont transmis, que vous pourriez prendre le temps de mieux comprendre? Martin a été nommé directeur du festival Ngimnou et en 2019, ils ont organisé la première édition. Sa première priorité, à l'époque, était de fabriquer un nouveau masque Touka et de relancer les cérémonies qui étaient restées silencieuses pendant 63 ans. Puis, en 2022, les Bamendou ont été invités à présenter leur nouveau masque en France, au musée du Quai Branly, dans le cadre d'une exposition spéciale sur le Cameroun. C'était une opportunité unique de faire en sorte que les deux masques se rencontrent et d'essayer de transférer le pouvoir de l'ancien masque dans le nouveau. L'étape finale pour compléter la transition d'un masque au suivant. Nous appelons cet effort une tentative de restitution spirituelle. Cela ne signifie pas que le 5e masque Touka devrait rester en France, mais que le pouvoir qu'il détient était une chose essentielle que les Bamendou pouvaient aborder sans attendre la restitution physique. Malheureusement, le transfert n'a pas réussi. Ils essaient maintenant de ramener le masque Touka chez eux afin de pouvoir effectuer le transfert là-bas. Malgré de nombreux problèmes survenus en raison de l'absence du masque Touka, le docteur Don Lefac rapporte des changements clés dans la communauté depuis la reprise du Ngimnou. Mais je suis émerveillé par le remue-ménage que ce travail a effectué dans la communauté Bamendou. C'est comme si la communauté n'attendait que cet événement ou cette volonté de ressusciter leur passé, passer à table sur des questions de développement et d'épanouissement de la communauté Bamendou. Je suis très content parce que non seulement à côté des revendications liées au retour de nos objets, nous avons pu, à travers ce festival, identifier et restaurer beaucoup d'autres éléments qui étaient en perte de vitesse pour certains et pour d'autres qui étaient complètement en voie de disparition. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que on a réussi à créer, à faire
je ne sais pas, provoquer un déclic dans la tête des Bamendou pour qu'ils aient désormais une attention particulière sur leur communauté. Ils soient fiers de brandir leur identité en disant « je suis Bamendou ». C'est ce qu'on ne voyait pas avant. Et à côté de cela, les dynamiques économiques et politiques ont considérablement changé. Chacun est désormais fier et content de faire quelque chose pour sa communauté. Il y a beaucoup de travail à faire, et en particulier, beaucoup de choses que nous pouvons accomplir nous-mêmes ici, chez nous. Oui, nous devons continuer à exiger le retour de nos biens culturels et permettre la réparation des torts à un niveau communautaire. Nos intervenants soulignent clairement que la récupération des biens culturels n'est qu'un élément du puzzle. Revitaliser et soutenir le savoir et la pratique peut être tout aussi, sinon même, l'action la plus vitale. C'est là où nous en sommes maintenant. Jusqu'à présent, nous avons couvert une histoire de vol, une histoire de demande et une histoire d'excuses. La prochaine fois, pour notre 5e et dernier épisode, nous regarderons vers l'avenir et nous poserons la question: où allons-nous? Je m'appelle Ngwatilo Mawiyo. À la prochaine.